Pensez dans le chat qui sont vos lumières actuelles, passées, inconnues, célèbres. Ok. Bah, pendant que les gens réfléchissent, Titouan, je suis curieux, je connais pas du tout Audrey Tang. Qui est-ce? Et qu'est-ce qu'elle fait justement pour défendre la tolérance et lutter contre l'obscurantisme? Elle a été mise. Bonsoir, bonjour. Je Bonjour. m'appelle Titouan, je suis dans l'association Tournesol. On fait on essaye de faire des IA de recommandations démocratiques et on est pas mal inspiré par Audrey Tang qui a participé à la révolution des tournesols à Taïwan. Donc c'était début des années 2010. Il y a le gouvernement chinois qui commençait à faire des accords avec Taïwan et certaines personnes ont pas eu envie que le gouvernement fasse trop d'accord et donc ils ont fait une révolution qui s'appelle la révolution des tournesols où ils ont pris le Parlement et ils se sont mis à mettre en live tout ce qui était dit, échangé dans le Parlement. Et Audrey Tang a notamment déroulé 350 mètres de fibre optique pour qu'il y ait un grand écran géant et que ce soit diffusé en live partout sur Internet, de montrer quel était ce mouvement, quelles étaient leurs revendications. Et depuis, elle milite au quotidien pour essayer de faire en sorte que la démocratie puisse être vraiment participative, que tout le monde puisse et s'informer et participer au choix démocratique. Bah Et ça, super. Ça, voilà. c'est complètement dans les lumières. Élodie Martin, est-ce que tu peux nous dire qui est Esther Duflo? Peut-être qu'il y a des gens qui ne la connaissent pas. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Du coup, effectivement, moi, dans les Lumières, j'ai cité Esther Duflo, qui est prix Nobel d'économie, qui est une chercheuse qui a longtemps travaillé aux États-Unis et qui vient de revenir en France, étant donné la situation, et qui a consacré toute sa recherche à la lutte contre la pauvreté et l'autonomisation des personnes en situation de grande précarité dans le monde entier, en objectivant leur situation et en valorisant aussi des pistes de solutions. Voilà. Super. Eh ben, vous avez bien partagé. On va faire un petit carrousel après dans les ressources de lumière de toutes les gens qui reviennent. Il y a souvent Ferris Barka qui revient. On a aussi Salomé Saké. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'image des Lumières, où c'est quand même Voltaire, Diderot, là, il y a plein de femmes, énormément. Et moi, je me permets aussi de rajouter aussi, ce qui est intéressant dans les Lumières, c'est à quel point elles peuvent être actualisées, notamment changer, nous enlever des œillères, et notamment le dernier bouquin de Malcolm Ferdinand. Il est assez intéressant parce qu'il permet de faire vivre ce truc de lutte contre les privilèges, mais avec une perspective moins anthropocentrée. Il y a aussi tout ce qui est lié à Aimé Césaire. Donc en fait, les lumières sont multiples, sont plurielles. Et je vais vous mettre ce super cours là d'Antoine Tilly sur le Collège de France. Si vous avez 40 heures à perdre devant vous, vous verrez que c'est assez intéressant. Mais on va pas avoir le temps de faire tout ça parce qu'il est déjà midi 10 et que peut-être on va vous présenter, je te laisse la main Sarah du coup, sur les enjeux auxquels font face le secteur associatif. Merci Antoine. Bonjour tout le monde, enchantée. Donc moi c'est Sarah. L'idée d'aujourd'hui effectivement c'est de vous révéler un peu ce que c'est que ce programme Lumière. Et en fait avant de rentrer dans le très concret, on avait envie de prendre comme point de départ un peu le contexte associatif actuel parce que c'est là-dedans que va s'ancrer notre programme. On va vous dire des choses qui, peut-être, pour certains d'entre vous, sont des éléments que vous connaissez déjà bien parce que vous les vivez. Donc, euh, n'hésitez pas dans le chat, comme le propose Antoine, à venir enrichir et apporter des compléments par rapport à ce que je vais partager là. Bon, le premier élément de constat, je pense qu'il n'aura échappé à personne, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement au sein de notre secteur associatif sur le volet du financement. Euh, L'état financier du secteur est extrêmement préoccupant, pas seulement depuis ces derniers mois, depuis ces dernières années, mais ça se catalyse
autour de différents éléments, notamment le projet de loi de finances là ces derniers mois. Donc en fait, il se passe plusieurs choses. D'une part, il y a une baisse notoire et accélérée des financements publics de l'État, mais aussi beaucoup des collectivités, parce que beaucoup de nos associations sont financées dans les territoires par les collectivités. Le grand chiffre qu'on a retenu, c'est un chiffre qui vient d'une étude qui s'appelle Paysage associatif français qui date de 2023. C'est 41% de baisse de la part des subventions entre 2015 et 2020, me semble-t-il. Mais il y a plein d'autres chiffres que vous allez pouvoir retrouver ou que vous connaissez déjà. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément sur l'état financier préoccupant, je pense, aussi important que la baisse, c'est l'évolution des modalités en fait de financement que nous vivons toutes et tous. Il y en a plusieurs. Une grande difficulté à faire financer le fonctionnement des organisations versus les projets. Beaucoup d'argent pour des projets ponctuels, mais pas beaucoup pour le structurel. Euh, une mise en concurrence assez systématique des associations pendant les appels à projets. On peut aussi mentionner le caractère souvent court annuel de la subvention versus des besoins qui sont encore une fois beaucoup plus structurels, qui devraient être pluriannuels euh, aux yeux de beaucoup d'organisations. Le fait aussi qu'il y a besoin pour les associations du coup d'aller chercher des fonds ailleurs et que parfois se substitue à la subvention de la commande publique, ce qui fait qu'en fait on gomme le caractère d'intérêt général de nos organisations, etc., etc. Il y a énormément de sources très récentes sur le sujet. On en a mis quelques-unes en dessous, là, que vous pouvez retrouver. Le CESE vient de faire un rapport là, en 2024 sur le sujet. L'opération Milliard, dans son grand recueil, a interrogé plus de 500 organisations sur le même sujet. Le mouvement associatif reprend des grands éléments dans ses plaidoyers, etc., etc. Si jamais vous-même vous avez des chiffres, des rapports, des éléments, Antoine va en partager certains dans le chat, mais n'hésitez pas pour venir alimenter bah, voilà, le retour d'expérience à ce sujet. Un petit exemple assez récent, c'est ce qui s'est passé dans la région Aura, où les budgets de l'ESS ont été entièrement sabrés. Donc plus d'argent pour la CRES, plus d'argent pour les SCOP, plus d'argent pour je sais plus quel pour le DLA. Voilà, donc c'est la catastrophe. C'est beaucoup d'emplois qui sont menacés directement. Et c'est pas non plus totalement nouveau, puisque par exemple, il y avait aussi une partie des sommes qui avaient été redirigées des actions depuis les associations de protection de l'environnement vers les associations de chasseurs, qui, comme chacun sait, sont les premiers écologistes de France. Donc il y a l'arrêt des subventions, mais il y a aussi enfin, des détournements, des dévoiements de subventions qui font que ben, pour un certain nombre d'acteurs, ils vont vraiment tirer la langue. Euh, Peut-être le prochain défi, Sarah, qu'est-ce que c'est? Alors, le prochain défi, il est un peu plus transversal, il nous semble, une forme de délégitimation globale et transversale des actions associatives. Alors, évidemment, quand je dis ça, c'est pas toutes les associations, pas tous les sujets, bien sûr, hein, mais il nous semble quand même que c'est une grande tendance importante. Il y a du dénigrement médiatique, euh, il y a de la diffusion de fake news, il y a énormément de tracasseries administratives, de retrait d'agrément, d'intimidation, de complexité d'accès à, de questionnement, de mise en justice, etc., qui sont à l'œuvre en ce moment. Euh, Sans parler effectivement de choses encore plus violentes. Donc, on a parlé ici de cyberharcèlement, mais il y a aussi des menaces verbales et physiques qui s'abattent sur un certain nombre d'organisations. Donc, on a mis des exemples en dessous. C'est le collectif féministe Nous Toutes qui se fait menacer. Ce sont des plannings familiaux qui sont dégradés. On peut aussi se rendre sur le site de la Coalition des libertés associatives, c'est assez intéressant, qui recense en fait euh, toutes ces, toutes ces atteintes, toutes ces tracasseries administratives, notamment les sanctions que subissent pas mal d'associations sur les territoires en lien avec le contrat d'engagement républicain. Enfin, voilà, il se passe
énormément de choses de façon assez transversale et ça nous semble faire partie de ce paysage actuel complexe et tendu pour le secteur. Autre exemple, du coup, les associations subissent les attaques de la part de groupuscules, mais ils subissent aussi les attaques de l'État. Donc, on se souvient que la Ligue des droits de l'homme, pourtant reconnue internationale, avait été mise sur la sellette juste après Sainte-Soline pour avoir osé dire que l'État commettait des violences policières. Et récemment aussi, alors je ne sais pas si la navette parlementaire où ça en est, mais il y a un projet de loi qui a été enfin, fait directement contre L214 avec un alourdissement très très conséquent des sanctions pour avoir juste filmé ce qui se passe dans des abattoirs. Et du coup, ils ont proposé de refiscaliser cette association pour le dire, hein, c'est à la demande explicite d'un député, pour les faire mourir. Le quatrième et avant-dernier défi qu'on avait envie de partager, enfin, ouais, c'est la mutation profonde de l'engagement associatif. Que pareil, vous devez pour certains vivre, donc n'hésitez pas à partager si vous avez des sources, des éléments chiffrés, tangibles. Il nous semble effectivement que on vit des grandes transformations en termes d'engagement du bénévolat. Ce qui est important, c'est de voir que les Français, très majoritairement, reconnaissent toujours ce lien indéfectible entre l'engagement associatif et la création de liens sociaux. C'est rappelé dans je crois, le baromètre de l'engagement des LOASO. 83% des Français redisent ce lien. Donc ça, il est là, on en a bien conscience. En revanche, il y a quand même une baisse générale du bénévolat. On peut le voir dans des chiffres de France Bénévolat. Et il y a surtout une mutation. Il y a de moins en moins de bénévolat constant, je pourrais dire, moins 15% recensés par France Bénévolat. Et puis des bénévoles qui s'engagent plus ponctuellement, d'une autre façon, parce qu'effectivement, il y a des freins structurels qui persistent, des freins en temps, des freins financiers, puisque la crise économique et l'inflation fait que, en fait, s'engager bénévolement, ça veut dire ne pas gagner d'argent. Il y a des freins en termes d'accessibilité à l'information, d'émission, de compréhension de ce qu'on peut faire, etc., etc. Donc, c'est important de se rendre compte que, en tout cas, le projet qu'on va vous présenter, il s'inscrit dans ce cadre général et peut-être tout à fait corrélé à ça, parce que c'est un défi qui n'est pas forcément différent, mais cette mutation de l'engagement, c'est aussi une mutation sur des questions générationnelles, en fait. Dans de nombreuses enquêtes, là on cite Eloasso et Passerelle et compétences, il y a vraiment, ce qui remonte vraiment, c'est cette idée qu'il y a beaucoup de difficultés dans le secteur associatif à renouveler les organes de gouvernance qui du coup vieillissent et ont du mal à faire venir des personnes plus jeunes. Et donc, il y a des associations qui se délitent petit à petit à cause de ça, en fait. Alors même que de l'autre côté, il y a une jeune génération, on le sait, qui est déjà très engagée, qui reconnaît ce sentiment d'urgence, qui a envie d'agir, mais qui ne sait pas toujours par où le prendre et comment y aller. Donc, voilà, il y a vraiment ce double constat sur l'engagement qui nous a semblé très important à rappeler ici. Pour illustrer, mon oncle Thierry, qui avait monté vraiment une méthodologie extrêmement efficace pour lutter contre l'artificialisation des sols, il est mort l'été dernier dans son jardin d'une crise cardiaque d'une manière très efficace, un peu comme ses recours juridiques. Et c'était un grand fan des soulèvements de la terre. Il avait son petit t-shirt éco-terroriste qu'il arborait fièrement dans toutes les manifs. Mais en gros, depuis qu'il est parti, en fait, personne n'a pu reprendre les rênes de son association. Et bah, du coup, il n'y a plus personne pour protéger la biodiversité en Saône-et-Loire. Donc il y a vraiment un problème de passage de flambeau. Et pourtant, c'était pas un vieux con, il était ouvert, il avait envie, mais en fait, ça s'organise et ça s'apprend de faire des passations. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marion Kospérek de Destin commun. Est-ce que Marion, tu peux peut-être rapidement te présenter et nous parler d'une étude qui s'appelle La France Enquête. Et notamment, là, on a parlé de plein de trucs qui pouvaient diviser les Français. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui les rassemble aussi.
Bonjour, ravie d'être avec vous. Merci Antoine et Sarah pour l'organisation et l'invitation. Donc moi, Marion, je travaille chez Destin Commun depuis 3 ans. Je travaille sur la communication et les partenariats de l'association et notamment sur l'accompagnement de différents acteurs et notamment de la société civile sur l'utilisation des analyses de Destin Commun. Destin Commun, c'est une association qui travaille sur la lutte contre la polarisation de la société et la promotion de la cohésion sociale. Et on produit des études d'opinion avec une méthode particulière, on va revenir dessus, et on cherche à les rendre accessibles et appropriables et utilisés par un grand nombre d'acteurs de la société, dont la société civile et les associations. Pour revenir sur notre travail, donc a commencé en effet avec cette étude La France Enquête qui date de 2020 et qu'on poursuit depuis, qu'on approfondit. On part d'un constat qui est que aujourd'hui, il y a des points qui nous rassemblent, mais il y a un très fort sentiment de division. C'est 7 Français sur 10 aujourd'hui qui considèrent que le pays est divisé. C'est plus important que chez nos voisins en Allemagne, en Grande-Bretagne ou en Espagne, où on a Destin commun, c'est fait partie d'un réseau qui s'appelle More in Common. Et donc, on a nos collègues qui sont dans ces pays-là et qui font des études équivalentes. On va pas revenir sur le sentiment de division, c'est pas le but aujourd'hui. Pour en savoir plus, j'en ai parlé dans un podcast de l'AFL, l'Académie des futurs leaders, mais ça procède aussi d'un cadrage intellectuel, de fiction aussi. Donc, on parle d'archipel français, on produit pas mal de fiction qui montre notre capacité à nous diviser jusqu'à la guerre civile, et puis aussi à des mécanismes sur les réseaux sociaux. Qui contribuent en fait à la fois à nous faire créer plus fort que nos ennemis, à enrichir ce sentiment de polarisation et aussi à nous donner une vision déformée de la société. Mais tout ça, on y revient dans un autre point. Nous, on voulait parler aussi des éléments qui nous rassemblent, parce que c'est important, et notamment quand on travaille dans le secteur associatif, je pense qu'on veut essayer de rassembler autour de sa mission, autour de son association, et donc sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer? D'abord, il y a des points et des valeurs, des visions qui rassemblent les Français. C'est la fierté. La fierté, aujourd'hui, c'est un sentiment qui est largement diffusé et largement consensuel dans la société. Évidemment, il y a des points qui vont vous dire, ah, bah, en fait, moi, je les partage pas trop. Mais justement, c'est le côté, quand on ouvre un peu les écoutilles, quand on regarde un peu ce qui se passe dans l'ensemble de la société, c'est notre rôle, nous, de passer ce message-là. Il y a aussi une importance dans la société accordée au mérite. Et évidemment, ça questionne. Mais aujourd'hui, 77% des Français considèrent que c'est d'abord le travail et l'effort qui sont les plus déterminants dans la réussite des gens. Et d'ailleurs, qui sont aujourd'hui plus en faveur d'une aide qui serait d'abord aux plus méritants plutôt que à ceux qui en ont plus besoin. Et ça questionne évidemment. Il y a un partage sur l'équité et la bienveillance, c'est des fondements moraux que nous on interroge, puisqu'on se base sur la psychologie sociale. Et ça, c'est les deux fondements moraux les plus partagés dans la société. Il faut pas l'oublier, quel que soit aujourd'hui le cadrage dans lequel on est baigné. Et enfin, il y a aussi dans un contexte de polycrise, de crise multiple, ben en fait, on voit s'accroître une demande d'autorité. Et pareil, ça questionne, ça ne veut pas dire qu'il faut y répondre de manière directe et basique, mais il faut la prendre en considération quand on veut justement s'adresser à un large public et notamment à diversifier nos publics. Et puis, il y a, au-delà de ces valeurs, un consensus et des convergences sur des enjeux qui sont aujourd'hui communs. Un de ces enjeux communs qu'on avait identifié dans notre travail en 2020, la France Enquête, qui peut paraître paradoxal quand on est dans le contexte de 2025, mais c'est l'écologie. Et encore une fois, pour nous, c'est important de le rappeler parce qu'on est baigné dans des récits qui nous qui nous laissent à penser que l'écologie aujourd'hui est le nouveau champ de bataille qui va finir de diviser complètement nos sociétés. Aujourd'hui, on a encore un Français sur deux qui considère que la protection de l'environnement est un enjeu qui pourrait nous unir au-delà de nos divisions. En 4 ans, ça a perdu 10 points. Donc, il y a une tension là-dessus, mais ça reste majoritaire. Et quand on creuse, par exemple, sur le rapport à la sobriété, on pose cette question depuis 2022. On a une large majorité et une majorité consensuelle. Quand on dit une majorité consensuelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est majoritaire dans tous les électorats. C'est majoritaire dans toutes nos familles de valeurs. Je reviendrai sur ce que c'est. Sur le fait que la sobriété, qui
est une moindre consommation, est une solution souhaitable pour lutter contre la crise climatique. Et également 65% des Français qui nous disent l'injonction à consommer, ça me rend pas heureux. Donc il y a quelque chose là-dessus. On a aussi un consensus sur une forte demande de régulation des réseaux sociaux. Quels que soient, encore une fois, certains discours qui vont être montés en épingle, en fait, dans la population, là-dessus, on est d'accord. Et par exemple, 75% des Français qui nous disent il faudrait interdire les plateformes des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est pas sain pour nos enfants. Et en fait, c'est des enjeux plutôt de santé publique que de liberté démocratique quand on pense aux enfants. Et enfin, on a aussi une préoccupation sociale qui reste majoritaire, à la fois le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français, mais on voit aussi les enjeux de systèmes sociaux, de santé qui montent toujours dans le top 5 des préoccupations. Et un point qu'on oublie peut-être, mais nous on le questionne régulièrement, quelles sont les divisions qui sont les plus fondamentales à vos yeux dans notre société? Et ben la première division qui reste, c'est entre les riches et les pauvres, c'est ce que perçoivent un Français sur deux, et ça arrive avant entre personnes françaises et personnes étrangères. Donc ça reste cette division-là qui est aujourd'hui la plus partagée. Voilà pour le point un peu d'état d'esprit de nos concitoyens. Merci. Et du coup, vous avez conçu une nouvelle méthodologie pour pour construire, comment dire, pour construire des sortes de familles de Français qui se regrouperaient selon des valeurs et des axes de valeurs qui pourraient être opposés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur l'intérêt de cette méthode, sur comment vous l'avez menée et sur peut-être tout simplement les résultats? Ouais. En effet, pour lutter donc, contre la polarisation et en fait comprendre les dynamiques de la société, les points de tension, les points de convergence, on est parti du postulat que l'analyse sociodémographique se suffisait pas, qu'elle était essentielle, mais qu'elle suffisait pas à comprendre tout ça. Pourquoi? C'est un petit exemple pris chez nos amis britanniques. Par une analyse sociodémographique, si on regarde l'âge, le niveau de revenu, le lieu d'habitation, le statut marital, par exemple, et ben, ces deux personnes qui sont de l'autre côté de la Manche seraient dans le même groupe cible. Or, on considère qu'elles n'ont pas forcément tout à fait la même vision du monde et les mêmes opinions sur un grand nombre de sujets. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on s'est dit, pour comprendre l'opinion, il faut qu'on s'appuie sur d'autres critères pour enrichir cette analyse sociodémographique, pas pour l'annuler. Et là-dessus, en fait, nos équipes de recherche sont beaucoup nourries des travaux en psychologie sociale. Et donc, c'est tout le travail qu'on a fait dans La France Enquête qui nous a permis, en fait, d'identifier 6 familles de valeurs dans la société française. J'y reviens après. Mais, en fait, en s'appuyant sur un grand nombre de questions, c'était très exploratoire dans La France Enquête. Et après coup, en fait, on a identifié les critères qui étaient les plus déterminants pour justement identifier les différents systèmes de valeurs qui peuvent exister dans notre société et qui sont, enquête par enquête, on le voit, les plus prédictifs souvent des différences d'opinion sur un grand nombre de sujets. Ça va de la transition écologique à l'immigration, aux enjeux sociaux, au rapport sur les réseaux sociaux, au rapport même à l'information aux médias. Vous avez ces critères-là. Typiquement, l'appartenance de groupe, c'est se dire, est-ce que dans mon identité, le fait d'appartenir à un certain groupe, ça va être important, mais aussi est-ce que je m'identifie en opposition à d'autres groupes? Les fondements moraux, j'en parlais tout à l'heure en parlant d'équité et de bienveillance, c'est un chercheur qui s'appelle Jonathan Haidt, qui a identifié qu'en fait, dans notre cerveau, on avait tous 5 fondements moraux, qui sont l'équité, la bienveillance, l'autorité, la loyauté et la pureté, mais qui sont pas, en fait, partagés de la même manière. On met pas le curseur de la même façon sur ces différents fondements moraux et ça va influer la manière dont on voit la société. Et puis, par exemple, l'agentivité, la responsabilité individuelle, c'est est-ce que je me sens un peu acteur de ma propre vie? Est-ce que je pense aussi que j'ai du pouvoir sur l'évolution de la société? Donc, c'est pour vous donner des exemples sur qu'est-ce qu'on a interrogé. Et ça nous a permis, en fait, par un travail statistique, d'identifier 6 groupes dans la société française qui sont assez homogènes dans leur vision du monde, c'est-à-dire et dans leur système de valeurs. Donc, comment est-ce qu'ils perçoivent la société et comment est-ce qu'ils perçoivent aussi leur place et leur rôle dans la société et qui sont aussi assez différents les uns des autres. Et ces 6 groupes, on voit qu'ils sont plutôt stables dans le temps, même si on a quelques évolutions cette dernière année. Et pour vous les expliquer rapidement, donc là, vous avez quelques adjectifs. Pareil, on a d'autres sources qui vont plus en profondeur pour les expliquer, parce que voilà, pour se les approprier, il faut aussi du temps. Et là, c'est vraiment juste une petite photo. Mais par exemple, on a un groupe des militants désabusés, des identitaires. C'est aussi ce qu'on a appelé, on regarde les dynamiques entre ces groupes, la France polémique, parce que c'est les deux visions du monde les plus opposées
Ils sont assez un peu en miroir, c'est le yin et le yang en quelque sorte, et du coup qui vont rentrer dans le débat public le plus fortement en confrontation et peuvent aussi participer à donner une vision assez polarisée du débat public et assez binaire. Et au milieu, on a plutôt la France, le milieu ambivalent, composé de nos quatre groupes. Les militants désabusés, des fois, on a la question qui nous vient sur pourquoi ce terme, notamment de désabusé, à côté de militants. Est-ce que, en fait, c'est pas complètement antagoniste? Ce groupe-là, c'est un groupe qui est plus diplômé que la moyenne et qui a une vision très ancrée sur les enjeux d'équité, de bienveillance, de pouvoir citoyen, de dire en fait par le collectif on doit agir. Et on doit agir sur la lutte contre les inégalités parce que justement c'est ceux qui sont le moins dans cette lecture méritocratique de la société et vont plus dire en fait la réussite c'est d'abord la chance et les circonstances donc il faut corriger ces inégalités de naissance de fait. Ils priorisent beaucoup les enjeux environnementaux et pourquoi est-ce qu'on a mis désabusé? C'est parce qu'en fait, face à cette vision très constituée du monde, il y a un sentiment de décalage qu'on observe dans ce groupe avec le reste de la société, finalement une incompréhension sur pourquoi est-ce que la société a l'air d'évoluer dans le sens opposé à leur vision du monde. Et donc, ça peut créer de la frustration, de la colère, des fois de la radicalité ou des fois du désarroi aussi face à cette incompréhension. Les Bah, stabilisateurs, voilà, je vais pas tous vous les décrire, mais on a un certain nombre de ressources qui vous permettent de mieux les comprendre. du coup, c'est hyper intéressant parce que, en fait, vous avez mis en préambule de votre enquête, cette étude est un point de départ pour expérimenter avec des projets à même de nous rassembler. Et du coup, c'est un peu le projet qu'on va présenter juste après. Euh, autour de ce projet Lumière, on a fait l'hypothèse que l'engagement associatif peut permettre de rassembler les Français, mais que, bah, il y a beaucoup de militants désabusés qui, de par leur posture, pouvaient au lieu de rassembler les gens, pouvaient les braquer parce qu'ils ne comprennent pas qu'en fait, leur système de valeurs n'est pas partagé par le reste des Français. Par exemple, sur l'épisode du roman nationaux. Et du coup, la question que je te pose, Marion, c'est qui sont les Français qui s'engagent le plus? Pourquoi? C'est quoi les postures clivantes qu'on pourrait éviter? D'une certaine manière, qu'est-ce qu'on pourrait couvrir par de la formation, du recrutement qui permettrait de rassembler les Français autour du secteur associatif? Alors, en effet, nous, c'est notre postulat. Et par exemple, quand on regarde sur la question de l'engagement, ça fait partie des questions qu'on pose pour faire notre segmentation. Sur les 12 derniers mois, quelles sont, dans toutes ces activités qu'on vous propose, celles que vous avez déjà fait? Et on voit des niveaux d'engagement différenciés. Par exemple, on a deux groupes, les attentistes et les laissés pour compte, qui vont nettement plus que les autres dire aucune des activités que vous proposez, je les ai faites ces 12 derniers mois. Donc, une forme de désengagement envers le collectif, la société. Et puis on a des groupes qui sont très engagés, c'est nos militants désabusés, c'est la barre orange. On voit qu'ils sont plus hauts que tous les autres sur, bah moi je partage sur les réseaux sociaux, j'essaye de convaincre mes proches, je signe des pétitions ou je participe à des manifestations. Et puis de l'autre côté, on a aussi les stabilisateurs, c'est le deuxième groupe aussi qui est nettement plus engagé que les autres, mais on les retrouve plus par exemple sur le fait de donner de l'argent, sur le fait de parler, mais plus de politique, mais plus avec leurs proches, d'aider aussi un voisin, donc d'être plus dans une logique de proximité plutôt que dans le débat public plutôt national. Euh, et puis, mais par contre, on les retrouve par exemple sur le changement d'habitude de comportement. Et on voit d'autres familles de valeurs qui sont pas dans un désengagement total, qui sont un peu moins marquées, mais on voit que finalement l'engagement, il est diversifié dans notre société et qui procède de différents systèmes de valeurs et que il faut à la fois prendre conscience de cette diversité, mais aussi l'accepter et finalement aussi l'utiliser pour que l'engagement soit aussi un vecteur de lien social plutôt que de tension, parce que je pense que c'est pas le projet de l'engagement associatif enfin, de la construction de la société auquel on veut participer. On a aussi, nous, ce qu'on voit dans une étude qu'on avait fait spécifique pour essayer de comprendre quels étaient les différents acteurs qui pouvaient s'adresser aujourd'hui à la société et aux différents publics, un peu en travaillant sur les questions d'émetteurs. Et on avait questionné ça sur les enjeux d'inégalité et sur les enjeux aussi de lutte contre le changement climatique. Et quand on voit sur les ONG, et je pense que le programme Lumière résonne beaucoup avec ça, on voit qu'aujourd'hui, les grandes institutions et les grandes associations d'aide sociale, d'accompagnement
ont aujourd'hui une force dans notre société. Là, c'est un cadran qui montre en fait l'indice d'audibilité, donc à quel point elles sont connues, entendues, mais aussi à quel point on a envie de les entendre plus. Et puis un indice de crédibilité, à quel point on pense qu'elles sont légitimes, qu'elles sont utiles, efficaces dans cette mission de lutte contre les inégalités. Et là, on retrouve nos grandes associations françaises et on voit qu'elles ont aujourd'hui ce pouvoir-là de rassembler et qu'il y a une attente, en tout cas, du public envers elles. Et donc, c'est aussi important. Il y a évidemment tout un tissu associatif qui existe, mais c'est aussi important de lier, de faire des liens et de s'engager aussi avec ces acteurs qui sont aussi des acteurs qui aujourd'hui arrivent à rassembler un certain nombre de publics. Je me souviens plus, voilà. Et un autre point pour moi qui était important, et c'est pas être un peu poil à gratter, mais c'est aussi de se rappeler que, je disais, on a un engagement dans la société qui procède de différents systèmes de valeurs. Et quand on regarde en fait le profil des donateurs, là on avait fait une étude avec France Générosité en réexaminant leur baromètre de notoriété des associations et aussi leur baromètre de dons. Et là c'était la question, pour quelle cause est-ce que vous donnez le plus? On l'avait croisé avec les préférences électorales des répondants. Et c'est un rappel qu'en fait, le don aux associations et le soutien aux associations n'est pas le privilège des électeurs de gauche. Et n'est pas quelque chose de gauche, pour parler très crûment. On voit qu'en fait, selon les profils électoraux, il y a un soutien au secteur associatif, que par exemple, l'aide et la protection à l'enfance est largement soutenue par les électeurs de droite, que la protection des animaux est fortement soutenue par des électeurs d'extrême droite, tout comme l'aide aux personnes handicapées, et que l'aide aux personnes âgées se retrouve à droite et à l'extrême droite chez les électorats. Donc, dans l'engagement associatif et dans le soutien au secteur associatif, aujourd'hui, on retrouve une diversité de Français et c'est une bonne chose, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je travaille pour Destin commun. Pour nous, c'est une bonne chose, évidemment. Euh, et donc, tout ça, c'est à mettre en parallèle avec autre chose qu'on observe, c'est que, alors on n'a pas fait d'études quantitatives à large échelle, hein, je précise, sur le profil des personnes qui travaillent et qui s'engagent dans les associations dans toute leur diversité en France. Mais moi, je fais un grand nombre de formations, par exemple, avec des associations qui travaillent sur la transition écologique, sur la protection de l'environnement. J'ai dû former à peu près 300 personnes qui travaillent ou qui sont bénévoles dans ces associations-là. On a fait aussi des formations avec la CFDT et même avec des membres de la direction RSE de BPCE Assurance. Sur tous ces profils-là, à chaque fois, on leur fait passer le test de segmentation aux participants. J'ai plus de 95% des personnes qui sont plutôt militantes désabusées. Évidemment, c'est pas un groupe sanguin. Évidemment, on se retrouve des fois au croisement de différentes familles, mais ça montre une surreprésentation d'une certaine vision du monde, d'un certain système de valeurs, notamment dans les profils qui ont aujourd'hui le plus de poids dans l'orientation de ces organisations en étant salariés ou dans la gouvernance ou dans du bénévolat très engagé. C'est pas une bonne chose, une mauvaise chose. C'est pas du tout mon rôle de dire ça. Ça pose juste un constat de dire qu'en fait, dans le secteur associatif aujourd'hui, on a tendance à partir d'une homogénéité de système de valeurs quand on part des personnes qui pensent les stratégies, qui pensent les actions, qui pensent les orientations. Et que de partir de cette homogénéité de système de valeurs, c'est un état de fait, mais qu'il faut collectivement ensuite arriver à trouver un moyen de trouver des dialogues et des manières d'engager une diversité de systèmes de valeurs. Et que c'est pas forcément simple, mais c'est pas impossible, surtout quand on le veut. Et nous, c'est le travail qu'on essaye de faire avec Destin commun, de dire, de donner des clés de compréhension et de méthode pour arriver à ce que le secteur associatif parvienne justement à continuer à ouvrir ce dialogue avec une diversité de publics et pas avec un seul public qui serait pas forcément une bonne chose au regard des constats de départ, par exemple, que vous aviez identifiés. Merci beaucoup, Et Marion. Ouais, on finit? vas-y, Tu me dis, vas-y. hein. Mais très rapidement, Voilà, parce qu'on a déjà très pris 5 minutes de rapidement. retard. Pardon. Très rapidement, c'était deux exemples et je pense que vous aurez les slides. Mais c'était par exemple quand on est des militants désabusés plutôt et qu'on veut s'adresser aux stabilisateurs. Et ben nous, dans notre lecture des choses et de ce qu'on donne à voir aux associations, c'est dire voilà, vous avez des points communs. Et évidemment, on n'est pas des îlots parce qu'on n'est pas un archipel, on n'y croit pas à ça. Mais où il y a aussi des points de divergence qu'il faut prendre en considération quand on pense ces messages, quand on pense ces actions. Et puis un autre point qui questionne beaucoup, quand nous on est en formation, c'est ce que je disais au départ en termes de convergence, il y a la question de la fierté d'être français, mais on voit aussi par exemple une vraie adhésion à l'idée que le drapeau français devrait être un symbole d'unité qui devrait être plus utilisé et plus visible. Et en fait sortir d'une lecture très aujourd'hui
avoir un drapeau, c'est être facho, à part quand c'est la Coupe du Monde. Tout ça, on voit une diversité de nos familles de valeurs qui adhèrent à ça. Mais on voit, quand on est en formation, une réticence qu'expriment moi, les personnes plutôt profil militant des abusés en disant, moi, je me reconnais pas dans ça, j'y arrive pas, je veux pas sortir le drapeau. Donc, comment est-ce que on arrive à se réapproprier ce que disait Antoine au début, cette question de l'identité nationale, d'un récit national pour l'élargir, mais aussi pour rentrer en contact avec d'autres acteurs. Voilà, pour finir. Et pour finir, nous, on travaille beaucoup avec le secteur associatif parce que dans le terme d'association, c'est pour nous, on le lit aussi sur l'idée de rassembler des gens, de faire association et que, évidemment, qu'il y a plein de missions qui sont portées par les associations de la lutte contre les inégalités, à la transition, à la lutte contre les discriminations et plein d'autres choses, mais que derrière tout ça, on pense qu'il y a aussi la mission de la cohésion sociale et qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est un enjeu pour aussi que le secteur associatif permette de tenir, de survivre dans des temps assez troublés. Et je m'arrête là et je Top, passe le merci. mot Et au du projet coup, Lumière. j'imagine que vous avez plein de questions passionnantes. Eh ben, je vous propose de les mettre dans le chat et on y répondra en asynchrone après. Du coup, nous, on va filer avec Sarah sur la suite parce qu'il nous reste 20 minutes pour quand même présenter, maintenant qu'on a présenté le programme et une compréhension, la solution qu'on propose. Sarah, c'est à toi. Oui, merci beaucoup, Antoine. Donc, on a envie de vous présenter effectivement comment nous, chez Make Sense et avec d'autres partenaires, on a envie de répondre à ces défis qu'on a posés et à cet enjeu de maintien de la cohésion sociale dont a parlé Marion. Et ça, on va le faire à travers un programme donc, qui s'appelle, comme ce que Antoine a nommé, donc Lumière. Dans les très grandes lignes, pour démarrer, Lumière, ça s'apparente à ça, un programme de formation et d'accompagnement qui est pensé pour transformer et fortifier le monde associatif. Si je suis un peu plus claire dans mon propos, le programme tel qu'on va le créer, il va être conçu pour donner des opportunités, des outils, du support pour déployer sur le terrain des compétences qui sont des compétences opérationnelles, d'écoute, de coopération, pour pouvoir effectivement aider la résilience du monde associatif. Et donc, si je redescends encore un peu plus concrètement, Lumière, en fait, va préparer des profils diversifiés à prendre des rôles bénévoles clés et stratégiques au sein des associations et de leur gouvernance. C'est ça qu'il faut retenir, c'est vraiment cette idée de parcours de formation et d'accompagnement dédié à des personnes qui veulent s'engager bénévolement pour prendre des rôles clés et stratégiques dans les associations. On est parti de parti pris que tu peux afficher. En fait, les associations maillent l'ensemble du territoire et je reprends l'exemple du coup de la CAPEN de mon oncle qui était devenu FNE 71. En fait, ils sont méga légitimes. Ils sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Les gens les aiment bien, les gens font confiance. Et en fait, c'est un héritage qui est hyper valorisant pour aller parler à des gens qui sont pas exactement comme nous. Et c'est des structures qui fonctionnent, il y a des outils. Et plutôt que de vouloir créer tout le temps des nouvelles assos, des nouveaux collectifs, en fait, peut-être juste sauvegarder l'existant, c'est une nécessité si on veut comme le Brésil qui a pu se relever après l'épisode bolsonariste. Et contrairement à ce qui s'est passé en Hongrie, où la société civile a été ratatinée et qu'elle peut pas réémerger. Donc ça, il faut préserver ce maillage. Ça, c'est le parti pris numéro un. Conserver plutôt que recréer. Deuxième parti pris, c'est qu'on a vu le bénévolat change complètement. Nous, chez Make Sense, on travaille avec énormément d'associations et en fait, on est convaincu que, évidemment, tout le monde, hein, tout le monde, toutes les formes de bénévolat sont bien. Faire de la soupe et tout ça, moi-même, j'en fais très souvent. Par contre, c'est aussi clé de se rendre compte qu'il y a des postes on va dire, de cadres, presque des chefs de projet bénévoles qui font toute la diff. Et je vois, hein, certains, ils savent ici qu'un bon trésorier dans une période de crise financière, dans une association, c'est ce qui va faire que l'association va survivre ou pas. Et ben en fait, ces mêmes enjeux qu'il peut y avoir sur de la compta, parce qu'on n'a pas su avoir un fonds de roulement ou des trucs tout bêtes et qui font mettre la clé sous la porte, il se passe la même chose sur la mobilisation citoyenne, il va se passer la même chose sur la sécurité numérique, il va se passer la même chose sur, par exemple, comment si on se fait harceler et que nos bénévoles, ils sont sur les rotules. Ah, d'ailleurs, je vous laisse Vox Public mettre le petit guide vachement bien que vous avez fait dans les ressources. Mais voilà, en tout cas, il y a plein de ressources clés, au même
comme des trésoriers, il pourrait y avoir des chefs de projet sur tous ces trucs-là, et on a les associations pour survivre à tous les enjeux vont avoir besoin de ça. Et pour que ça se fonctionne, parce qu'il suffit pas d'avoir des gens formés et plein de bonne volonté pour arriver, il y a quand même ce gap générationnel. Aujourd'hui, dans les instances de gouvernance, c'est souvent des hommes blancs de plus de 70 ans. Euh, et en gros, avec toute la bonne volonté, il y a quand même des codes culturels. Et donc, on va former les gens à des compétences opérationnelles pour pouvoir faire la diff. Mais il faut aussi former les associations. C'est-à-dire, nous, on va offrir un diagnostic pour comprendre pourquoi peut-être les gens ont du mal à recruter des jeunes. Peut-être que les réunions de 8 heures en visio, ça marche pas. Peut-être que, il y a aussi des enjeux de compréhension, une place à accorder pour que les personnes puissent se sentir légitimes. Et voilà. Donc, on va accompagner et les bénévoles avec un programme que Sarah va vous présenter et les associations. À toi, Sarah. Trop bien, merci Antoine. Juste avant, peut-être refaire un petit retour sur, là on a beaucoup parlé de différents profils, etc. À qui Lumière va s'adresser en priorité. Ça ne veut pas dire que, voilà, que c'est unique, mais on a essayé de faire un peu des personas pour vous plonger un peu au cœur du programme. Lumière, ça va s'adresser, donc vous l'avez compris, il vient de le dire Antoine, à la fois à des personnes, des particuliers qui veulent s'engager bénévolement, mais aussi à des associations. Les personnes qui veulent s'engager bénévolement, on les a appelées les Lumières. Euh, pour nous, le persona type, ce sont des personnes, on a mis d'âge moyen, donc plutôt jeunes âge moyen, qui sont actifs et pour qui, en fait, la mobilisation, c'est plus une option. C'est-à-dire, c'est des gens qui, même s'ils sont dans des boulots, on va dire, qui n'ont pas forcément de sens, au sens des transitions écologiques et sociales, voient bien ce qui se passe et ressentent ce sentiment d'urgence sociale, politique, écologique. Donc, ça, c'est un peu la base de notre profil type. Euh, ils sont pour certains déjà engagés bénévolement, mais ils ont envie d'être plus stratégiques, d'être plus euh, précisément dans leur territoire, d'agir avec plus d'efficacité. Certains autres ne sont pas encore engagés, mais pour autant, ils ont une conscience, on va dire, déjà développée de ce sentiment et de cette envie d'agir. C'est important. Et ensuite, un peu ce persona, il est quand même tourné vers le concret. Il veut avoir un impact concret. Il veut avoir des missions qui sont efficaces. Ils veulent avoir des relations enrichissantes. Mais ils veulent aussi nouer des relations vraies et de confiance avec les organisations avec lesquelles ils s'engagent. Ça, c'est un peu notre persona numéro un, les Lumières. De l'autre côté, côté association, on a aussi essayé de dresser un persona qu'on a appelé les flambeaux. Là, c'est plutôt effectivement les personnes dans les associations qui vont accompagner en fait finalement cette transformation. C'est des cadres ou des dirigeants associatifs qui sont là depuis de longues années, soit dans les assos, soit dans des réseaux, qui sont donc très engagés, mais aussi qui ont cette conscience et qui reconnaissent d'une certaine façon, on va dire de manière implicite ou explicite, Progresse, ces difficultés. peut-être que tu n'avais plus d'espace sur ton espace disque, Sarah. Donc, je J'ai disais, repris. oui, donc, nos flambeaux, donc, c'est des gens qui, de façon implicite ou explicite, reconnaissent en fait cette mutation-là de l'engagement dont on a parlé et ils ont envie d'aller vers cette transformation, ils ont envie d'accueillir différemment, ils ont envie de prendre soin d'accueillir des nouvelles personnes dans leurs organisations, mais évidemment, forcément, c'est un processus de transformation, de changement et donc, bah, c'est pas toujours facile de le mettre en place seul, surtout dans des grosses structures. Et donc, il y a vraiment cette logique d'avoir besoin d'être accompagné là-dedans. Donc ça, c'est un peu nos deux personas. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va toujours coller à 100% là-dessus, mais c'était pour vous donner, pour vous embarquer, vous donner un peu une idée de qui on va cibler dans le programme Lumière. Alors, alors c'est rigolo. Il y a Titon me disait, bah en fait, ce truc d'amour de l'autorité là, est-ce que c'est pas incompatible avec certaines des valeurs de plein d'associations? En fait, moi, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement réinventer ce que c'est qu'une figure d'autorité? Donc, il y a l'ouragan Alex qui a dévasté la vallée de la Roya. Et en fait, spontanément, les pouvoirs publics ont réagi mal et trop tard en plus. Et en fait, les habitants se sont auto-organisés autour d'associations existantes, notamment l'association de Cédric Héroux, Emmaüs Roya. Et donc, moi, je pense qu'on peut réinventer ce que c'est que le bénévolat, parce que notamment, Emmaüs Roya, ils ont un bureau
et un vrai conseil d'administration avec des gens qui portent des projets et qui font changer les trucs. Notamment leur président, Loïc, il est génial. Donc, en fait, il faut que nous, Make Sense, on sait à peu près faire ça, c'est redonner envie de s'engager dans un bureau et de se dire qu'on va pas juste faire des visios relous et rien changer. C'est aussi l'occasion d'aider les gens à se sentir légitimes et prêts, bah, en faisant ce travail côté association et en donnant la légitimité et les compétences du coup aux gens qui vont rentrer dans ces associations. Ces gens ne seront pas seuls, c'est-à-dire qu'il y a quand même un cas qui revient assez souvent, hein. C'est parfois il y a des jeunes femmes brillantes qui ont voulu s'engager dans une association et à un moment il y a quelqu'un qui lui a dit, écoute ma petite, waouh, bah, évidemment elle a pris ses claques et ses clics et ses claques, et elle a claqué la porte et elle est partie. Et peut-être l'association s'est privée d'un truc. Donc comment aussi on accompagne à la fois les flambeaux et à la fois les lumières avec des groupes de parole. Qui se entre eux ou mélangés pour bah, qui se sentent pas seuls ou désemparés par rapport à la difficulté de ces comment dire de ces grands écarts culturels. Et voilà, et donc en fait, nous, on propose un programme de formation et d'intégration, mais ce suivi, il sera fait sur le long terme. Et en fait, du coup, pour conclure sur ce truc, moi, je suis convaincu que, au même titre que les professeurs, c'était une figure d'autorité au 19e siècle, le prêtre au 16e siècle, moi, je pense qu'on peut faire en sorte que les responsables associatifs locaux redeviennent des figures d'autorité vers qui les gens se tournent en cas de tempête, que ce soit des tempêtes météorologiques ou des tempêtes démocratiques. À toi, Sarah. Trop bien. Alors, le format du parcours côté bénévole ou côté lumière, on les appelle comme on aura envie, il s'organise autour de quatre grandes briques. Alors, bien sûr, je mets en préambule le fait qu'on est dans une logique de pilote avec ce programme Lumière. C'est aussi, c'est aussi la façon de faire de Make Sense. Donc, en fait, ce pilote, il va être nourri des retours du terrain, de l'expérience des participants, etc. Donc, ce qu'on pose là va potentiellement être, voilà, évolué. En tout cas, aujourd'hui, c'est pensé comme tel. Euh, à la fois donc des temps collectifs, parce qu'il nous semble que c'est très important de créer un effet effectivement de être ensemble et d'entraide autour de ce programme. Donc on l'a pensé vraiment comme une forme de promo. Et l'idée, ça va être de effectivement travailler ensemble, notamment pour façonner son projet d'engagement dans des moments collectifs. Il y aura un bloc, bien sûr, autour de l'apprentissage. Steve nous l'a dit, il faut se sentir prêt et légitime. Et pour ça, il y a un peu un côté un socle de base qu'on a envie d'apporter autour des questions de coopération et d'aller vers, autour de la stratégie opérationnelle associative, autour des enjeux de démocratie. Et puis, il y aura effectivement plein de choses qui pourront être vues en plus. Donc, il y aura de la base et il y aura des choses, on va dire des ressources libres auxquelles pourront avoir accès les participantes et les participants. Il y aura, il nous semble que c'est extrêmement important, une phase d'immersion, même si elle est courte, d'immersion dans une association pour comprendre l'organisation, les besoins, son fonctionnement. Quand je dis une phase d'immersion, il faut aussi être conscient des différences qu'il y aura dans les profils, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont rentrer dans le programme Lumière qui seront déjà bénévoles dans des associations, qui n'ont pas forcément besoin d'immersion. Il y en a d'autres qui ne seront pas encore allés voir des associations ou qui auront envie d'aller tester des assos en particulier. Et puis, il y aura peut-être encore un troisième cas où on arrivera à faire matcher un projet d'engagement spécifique avec un besoin dans une asso. Et là, on pourra faire du matching et faire une immersion très ciblée. Donc, en fonction des profils, ce sera un peu différent, mais l'idée, c'est qu'il nous semble important d'aller vers et d'être là où ça va vraiment se passer à la fin. Et puis enfin, pareil, un bloc dont Antoine a un peu parlé sur le suivi. Ça nous semble important de donner la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent d'avoir en fait un espace pour discuter de leur engagement, discuter de leurs projets, discuter des challenges. Donc en fait, cet espace de discussion, il va avoir lieu et pendant le parcours, euh, dont on parlera du calendrier après, mais il va avoir lieu pendant le parcours, mais aussi après. L'idée, c'est de ne pas laisser seuls les lumières et pendant 6 mois après le parcours, de pouvoir avoir un espace de discussion et d'entraide qui se fera à partir de Make Sense, des coachs de Make Sense, mais aussi entre les lumières,
autour d'un principe de co-développement. Et en parallèle de tout ça, bien sûr, des ressources libres et à disposition dans le programme qui permettront d'aller plus loin en fait sur des enjeux que certains auront envie de creuser et pas d'autres, sur des sujets en particulier en fonction du besoin et de là où chacun en sera. Voilà un peu les grandes briques côté lumière. Côté association, du coup, ben, il faut qu'il y ait des gens qui soient un peu ouverts et qui aient envie quand même de faire cet effort, soit parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils vont crever la gueule ouverte, soit parce qu'ils se disent bah, ce serait bien de rajeunir et de féminiser un peu si on veut se renouveler, si on veut pouvoir attirer d'autres types de gens. Donc il y a quand même un engagement qui est modique, mais quand même d'accueillir ces personnes. On mettra à disposition plein d'outils. On a accompagné plein d'associations chez Make Sense. On a un incubateur aussi qui a plein de mentors, avec plein de gens assez calés. Et on a conscience que souvent les associations n'ont pas le temps. Donc, que ce soit pour les bénévoles ou pour les associations, quand on a fait l'enquête là sur LinkedIn, on a retenu que en fait les gens manquent de temps. Donc, on va essayer de faire quelque chose où il y a beaucoup de trucs à la carte. Enfin, il y a une base de coopération qu'on va demander, il y a une base d'engagement, mais il y aura quand même énormément de choses à la carte. Je vais aller vite parce que du coup, on a plein de trucs à dire, Sarah, donc tu peux passer direct à la slide suivante. Pour donner juste très rapidement quelques détails pratiques sur ce parcours. Donc, la première édition du parcours en mode pilote aura lieu entre avril et juillet. Donc, elle va durer 4 mois et elle aura lieu a priori dans un département spécifique. Notre idée, c'est qu'effectivement, ce soit localisé. On a trois villes un peu en tête, donc soit Chambéry, soit Paris, soit Marseille, mais en fonction aussi de vous aujourd'hui et des manifestations d'intérêt qu'on aura, ce sera peut-être totalement dans une autre zone. Euh, Cette première promo, elle rassemblera à petite échelle 10 personnes et entre 5 et 10 associations impliquées, donc sur les deux parcours. Et ce qu'on a oublié de dire, c'est que l'ambition du programme, c'est qu'en fait, à terme, dans 3 ans, il y ait un maillage territorial de 1000 lumières partout sur les départements. Si on imagine que dans chaque département, il y a 10 lumières, l'idée, voilà, c'est d'essayer de créer ce maillage citoyen souple et agile dont on a parlé. Parce Euh, que dans pas mal d'interorgas, il est apparu qu'au-delà de se coordonner au niveau national, c'était important de pouvoir se coordonner au niveau local entre gens qui se connaissent. Et c'était ce qui s'est passé pendant que plein de gens étaient un peu en PLS, un peu sidérés lors de la dissolution. Il y a certaines associations qui partageaient déjà une culture de collaboration, d'écoute, et qui ont su très rapidement, du coup, s'organiser et proposer une alternative à la sidération et bah, se mettre en mouvement. Donc, en fait, on voudrait qu'il y ait cette même culture de collaboration et que les gens se soient connus parce qu'ils ont fait des formations ensemble, ils ont pris des cafés, ils se sont entraidés. Et quand il y a des problèmes, eh ben, les gens voilà, le tissu est là, le maillage existe. euh, c'est un engagement donc, qui va être de l'ordre de manière très globale sur l'ensemble des 4 mois de 2 à 3 heures par semaine. Ça veut dire que ça va être très modulé. Je vous donne un exemple. Il y aura une seule formation en présentiel sur la coopération, parce qu'on ne peut pas coopérer sans pouvoir être ensemble. Donc ça va durer 2 jours, par exemple. Mais une autre semaine, ce sera 1 heure en ligne autour d'un webinar avec Edoui Plenel. Une autre semaine encore, il n'y aura rien et vous aurez envie d'approfondir avec une ressource qui vous a tapé dans l'œil. Donc voilà, ce sera différent d'une semaine à l'autre, mais en moyenne, globalement, il y a un peu quand même cette idée-là d'avoir un peu un suivi sur les 4 mois. Les temps en présentiel, ils auront lieu là où vous êtes, localement. Donc c'est pour ça qu'on le dit vraiment, les 10 personnes, ils seront globalement au même endroit. Euh, il nous semble très important de mettre en place cette notion de participation libre et consciente qui sera demandée à la fois aux particuliers et aux associations participantes. C'est une manière aussi de s'engager et d'être sérieux sur ce programme. Et puis, comme on est ambitieux, il y a une seconde session qui démarrera quelque part autour de la rentrée 2025, après cette première session-là, et après un premier temps de retour d'expérience de la part des participants. Il est 13h01, je crois qu'il nous reste, ça tombe bien, une slide. Alors déjà, merci à toutes celles et ceux qui participent déjà.
Il y a nos amis de Fertile qui font des super formations à la coopération, qui participent. Il y a ici présent pendant ce lancement là plein de gens de l'Université du Nou, moi qui m'ont formé en tout cas sur beaucoup de ces et qui ont formé Fertile aussi sur tous ces outils à la coopération et qui ont des communs extraordinaires justement sur le faire ensemble et vivre ensemble. J'ai posté plusieurs fois des podcasts de l'AFL avec leur programme Émettement sur la démocratie. Et voilà, je crois qu'il y a Chloé des Colibris qui est avec nous, il y a Raphaël de la Croix-Rouge aussi fait partie des gens qui ont été les premiers à dire on est partant. Terre de Liens aussi. Et maintenant, voilà, on cherche des assos, qu'elles soient locales ou nationales, avec qui on va pouvoir d'abord faire le proto, puis ensuite essayer d'essaimer sur tout le territoire. On cherche aussi, parce que pour le moment, du coup, j'ai réussi à convaincre mes collègues de Make Sense de me laisser du temps pour travailler sur le sujet. Mais pour le moment, on n'a pas d'argent. Donc, on va faire tout ce qu'on peut de manière un peu bénévole. On va essayer de financer ça. Donc, s'il y a des gens qui sont mécènes ou qui connaissent des mécènes ou des solutions de financement, n'hésitez pas à revenir aussi vers nous. On vous partage aussi, du coup, deux questionnaires. Euh, un questionnaire, si vous êtes en tant que particulier, ça vous intéresse le programme, soit pour suivre de loin et recevoir une newsletter, soit parce que vous avez envie de le transmettre à quelqu'un qui serait trop intéressé pour le faire, soit si vous êtes une association et que vous êtes intéressé pour bénéficier de ce programme de recrutement formation, vous pouvez aussi vous inscrire et transmettre ces questionnaires à qui vous voulez. On va le repartager dans le chat, Antoine, et puis ensuite, on le repartagera par mail pour que vous puissiez le diffuser largement autour de vous, soit voilà, dans vos assos, dans vos réseaux. Je suis sûre que chacun connaît quelqu'un qui a envie de s'engager, c'est certain. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont encore là, on se disait que voilà, on avait un peu conscience qu'on serait un peu short en timing, mais pour les personnes qui sont encore là, si jamais il y a des questions, euh, Ouais, alors on s'excuse, hein, on a voulu faire rentrer des ronds dans des carrés. Une heure, c'était peut-être un peu court. Du coup, on n'a pas laissé beaucoup de temps pour les questions, mais on avait plein de choses à vous raconter. Mais en tout cas, Sarah et moi, on est disponibles pour rester et déborder un peu de l'heure, mais sans empêcher les gens qui ont faim d'aller manger. il y en a qui filment, il y en a qui disent qu'ils sont intéressés. Alors, tac, tac, tac. Grégoire Lecoq. Souk, 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 souk. Alors, il y a tellement de questions. Tu peux, hésite pas à la dire à voix haute, Grégoire, parce que là, je suis en train de remonter le fil des questions, mais il y en a quand même beaucoup. Oui, oui, bien sûr. Donc là, je vais reprendre ce que j'ai écrit. J'ai parlé de l'écriture inclusive. Alors pourquoi c'est important pour nous? Parce que je pense qu'il y a une véritable fracture entre les associations, parce que même entre associations, on voit qu'il y en a qui utilisent l'écriture inclusive, d'autres non. Et en fait, je pense que c'est une voie de garage pour moi, l'écriture inclusive. Donc voilà, j'expose mon opinion, mais en fait, je suis pas le seul à le penser. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était une erreur de partir dans cette voie-là. Mais après, ce qui est important, c'est pas forcément ce que je pense qui est intéressant, c'est qu'il y ait un véritable moratoire, c'est-à-dire qu'on en débatte entre associations, parce qu'en fait, les associations, c'est le tissu associatif qui nous permet de défendre nos droits au niveau de la société civile. Et donc, on a besoin d'être au clair là-dessus, parce que par rapport aux autres pays, je pense qu'il n'y a que la France qui fait ça. Voilà, il faut voir les autres langues. Alors, il y a les autres langues, Antoine, tu connais les autres langues? Alors, je connais pas toutes les autres langues, mais je sais que par exemple, il y a même une typologie qui a été créée pour faire de l'écriture inclusive en espagnol. Et la question se pose au niveau des pronoms dans beaucoup d'autres pays. Mais en fait, je pense D'accord. qu'on va pas résoudre le problème. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et qu'en effet, le texte, un texte qui, pour plein de gens, c'est évident qu'il faut l'écrire de manière inclusive. En fait, il est présenté à ce qu'on pourrait appeler, par exemple, des gens identitaires ou laissés pour compte, ça pourrait les agacer plus qu'autre chose. Et donc, on passe à côté d'un truc. Donc stratégiquement, peut-être que, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on nous, on va organiser des espaces où les gens disent, ah bah nous, on fait comme ça. Ah bah nous, on fait comme ça a eu telle conséquence. Et en fait, ça fera des espaces de dialogue où on pourra partager des bonnes pratiques sans forcer quiconque à faire quoi que ce soit. On va pas partir en mode dragon, mais par contre, on va faire des relations pour que les gens se partagent des bonnes pratiques. Nous, je trouve que comment on fait avec Make Sense, par exemple, on fait de l'écriture inclusive sans mettre de points médians. Ouais, ouais, bah, déjà, en fait, pour moi, on salit le français. Pour moi, c'est clair. Voilà. C'est pas forcément Maintenant, des... Pardon, il y a d'autres gens qui lèvent la main. ouais.
S'il y a des questions, je vois que Héloïse et Titan, peut-être vous avez des questions en lien avec le programme. Héloïse, Oui, ouais, merci beaucoup. Merci pour le cœur à l'ouvrage. Merci aussi pour la présentation. C'était hyper intéressant. Moi, je travaille aux petites cantines réseau. Je suis pas mal engagée aussi aux côtés à Annecy. Ma question. Alors, désolée, je suis en déplacement, donc j'ai pas vu si dans le chat quelqu'un l'a déjà posé. Mais pour moi, l'enjeu, il est, en tout cas dans les petites cantines, moins sur la formation que sur le recrutement. Donc à la fois sur en fait donner envie aux jeunes de venir, se faire connaître, etc. Et sur le côté responsabilité. C'est-à-dire en fait, est-ce que vous sous-entendez que en formant, ça va donner envie aux gens de devenir responsables? En fait, qu'est-ce qui va faire que les gens, les jeunes notamment, vont avoir envie de prendre ces responsabilités-là? Et donc, je comprends que vous proposez ce parcours. Est-ce que derrière, il y a un engagement justement sur une sorte de prise de fonction? Voilà. Enfin, moi, je pense qu'il y a plein de trucs à faire sur la valorisation des compétences, etc. Mais voilà, ma question, elle est à la fois sur le recrutement. Est-ce que c'est les assos en local qui s'en occupent? Mais du coup, est-ce que ça se mord pas la queue? Et ma deuxième question, c'est comment donner envie sur l'aspect responsabilité après? Parce que j'entends que se faire former, etc., moi, j'aurais trop envie d'y aller. Mais en fait, c'est derrière comment bien aussi en amont délimiter la mission pour laquelle la personne se forme pour qu'il y ait réellement une passation, quoi. C'est une Ouais. question brillante. Merci Héloïse. Peut-être déjà ce qu'on va faire, c'est à chaque fois qu'il y a une association qui a envie de bénéficier du programme, on leur pose la question, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des gens qui connaissent votre association, qui sont engagés et qui pourraient juste occuper ce poste? Parce qu'en fait, il y a une sorte d'ascenseur de gouvernance qui est un peu cassé dans les associations. Et Mhm. parfois, on fait venir des gens de l'extérieur alors qu'en fait, on prend pas le temps ou on ne sait pas faire monter les gens en interne. Et déjà, ça, c'est des choses dans le cadre qui peuvent être identifiées dans le diagnostic. C'est que si, en fait, c'est pas les bénévoles du terrain qui arrivent dans les instances de gouvernance, il y a peut-être déjà un peu un petit souci. Donc, on proposera les deux. Donc, soit il y a des gens en interne, soit l'idée, c'est qu'avec tout le réseau de bénévoles qu'on pense pouvoir trouver, nous, chez Make Sense, si vous n'avez pas de personne en interne qui pourrait occuper un de ces postes, on pourrait totalement trouver des gens, les former et les intégrer dans votre association avec votre aide, puisque il y a quand même un engagement de la part des assos pour dire, bon, bah voilà, il y a minima, il y a une demi-journée d'intégration, d'immersion, etc. Ensuite, sur la question des postes, c'est passionnant, mais en fait, là, par exemple, les colibris, il n'y a pas de gouvernance associative. Enfin, il y a de la gouvernance associative, mais ça passe par d'autres. Enfin, ça passe pas en tout cas par le fait de rentrer au conseil d'administration, parce que toutes les antennes colibris n'ont pas une entité légale. Donc, en fait, nous, c'est un peu comme dans le cadre de l'ESS, on considère, en tout cas chez Make Sense, que le statut ne fait pas la vertu et qu'il y a des associations, il y a des organisations qui font des trucs très bien, même si elles n'ont pas un statut de scope, par exemple. Et donc, nous, on va considérer que l'important, c'est qu'on donne à ces lumières la légitimité via quelque chose de l'ordre du chef de projet ou en étant intégré dans tel cercle. Mais on peut pas, déjà, on n'a pas envie de truquer la démocratie associative où il y a souvent parfois des élections de CA, des élections de bureau, et on peut pas garantir que les personnes seront élues et choisies. À minima, ce qu'on peut faire, c'est leur dire, bon, bah, faites en sorte que les personnes à qui vous allez confier peut-être des responsabilités les aient pour de vrai et donnez-leur les moyens de réussir. Donc, il y a trop de cas particuliers pour dire, bah, on va faire en sorte qu'il y ait tel rôle avec telle redevabilité. Ce sera presque du cas par cas, ça. Euh, je reviens, Héloïse, sur ton point très important du recrutement, effectivement. Euh, et pour l'instant, effectivement, c'est un programme de formation et d'accompagnement, mais qui pourrait aussi avoir un espèce d'ajout, de add-on sur du recrutement, en se disant, on pourrait imaginer qu'à terme, euh, avec toute la banque de personnes qui se seront formées ou qui seront intéressées et qui seront autour du projet Lumière, on pourrait aussi imaginer avoir un truc autour du recrutement, comme on a sur Job That Makes Sense, où tu es recruté pour un stage
un poste, un freelancing ou je sais pas quoi, effectivement, il pourrait y avoir une partie recrutement de ce nouveau type de bénévoles dans les organisations. C'est un truc auquel on a pas mal réfléchi et on en discute. Ouais. Et comment faire pour que les gens se sentent responsables? En fait, c'est les ressorts que nous, on essaie de faire fonctionner en faisant de l'animation de communauté. C'est les gens, ils ont envie de s'engager quand ils se sentent valorisés. Et il y a plein de manières d'être valorisés différentes. Donc, il faudra demander aux bénévoles et faire en sorte que les associations le fassent. Faire en sorte que les gens apprennent des trucs et faire en sorte que les gens trouvent du sens dans ce qu'ils font. Et là, pareil, ça, c'est un travail à mener main dans la main avec les associations qui font que les gens auront envie et de s'engager. Ensuite, ce sur quoi on part, c'est qu'on aimerait bien, c'est souvent toujours les mêmes missions hein, qui font défaut à certaines associations. Euh, et donc, en fait, on pourrait se dire que les Lumières s'engageraient ou essaieraient en tout cas d'atteindre un grand objectif. Bah, j'essaye de mettre en place une cellule de médiation, par exemple, au sein d'une association qui n'en a pas et qui en aurait grandement besoin. Et ça, tu te dis si j'arrive à mettre ça au sein d'une association et que j'arrive à en mesurer les impacts, on peut se donner un premier pas dans les 6 premiers mois qui feront que les gens seraient fiers et auraient envie de continuer à s'engager. C'est un peu la base du community organizing. On se fixe des objectifs atteignables pour donner envie de s'engager plus longtemps après. J'ai fini. Tu repères d'autres questions, Merci. Sarah? Titouan, tu avais levé la main, je ne sais pas si c'est toujours. Je vois. Peut-être que tu as dû quitter entre-temps. Je ne vois plus dans les. Alors, j'ai dit, je vois vous quitter, je dois vous quitter, je dois vous quitter. Tac, 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 tac. Je vois pas de nouvelles questions, en tout cas, à part des merci. Je pense que du coup, tu peux. Moi, j'arrête l'enregistrement. Tu peux arrêter le partage d'écran aussi, Sarah. Comme ça, on peut voir les visages des quelques-uns qui sont pas partis. C'est vrai. Tic, tac, touc. Ah, bah dis donc, il y a plein il y a plein de beau monde. Et si ça vous va, en fait, les gens qui sont pas encore partis, et que vous pouvez allumer votre caméra, on peut faire une petite photo de départ et on va pouvoir vous laisser aller manger tranquillement. Et on vous enverra un petit mail de récapitulatif avec les 42 sources qu'on a mis et les prochaines étapes et des contenus pour aller plus loin. Très bien. Non, Top. Eh ben, je prends la photo 3, 2, 1. Hop. Magnifique. Super. Merci pour votre merci à participation. toutes et à tous. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir. Antoine, je t'ai donné mon numéro de téléphone. Ok, ok. Tac, tac, tac. Alors, je vais pas C'est faire le dans tes chat tout de messages suite. Je vais tout privés. copier-coller comme ça, ce sera pas perdu. C'est ton message. C'est dans un message privé que je t'ai laissé ça. Voilà, n'hésite pas à m'appeler. On a des choses à se Avec dire, je pense, entre associations. Voilà, super. Ça y est, je crois que j'ai retrouvé. Tac, tac, tac. Ouais, je suis obligé de remonter un peu, mais t'inquiète pas. En tout cas, j'ai bien ton. Je vais pas le perdre, Grégoire. ça marche. Allez, ciao tout le monde. Bon Euh, donc, après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Alors, j'essaie de retrouver. Moi, je vais faire un copier-coller comme ça. Je vais faire Ouais, CTRL c'est A. mieux. Tac, sic. Bon, bah chouette. Ici Merci. à Ça va. Benjamin, Thierry. Ouais, alors Benjamin, alors Siri, je sais pas ce que c'est, qui c'est. Hélène, à mon avis, c'est peut-être, oh, je sais pas qui c'est. Il y a plein d'Hélène en fait. Par contre, Benjamin, je vois tout à fait qui c'est. Il pilote l'Interorga Vox Public. Ça marche. Mais du coup, Benjamin, je ne sais pas si tu es encore